avec Maxime là. Sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelles Frontières. Nous sommes avec Maxime Liédo qui est étudiant en histoire et David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. DGG qui vous redonne la parole tout à l'heure à midi moins le quart au moment du GG vous. On va reparler notamment de Nicolas Sarkozy avec Maxime et de l'Eurovision avec David, entre autres sujets bien sûr. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains. Merci d'avoir spontanément répondu à notre invitation au GG. C'est une immense joie d'être ici. Merci François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est la droite Trocadéro que l'on reçoit aujourd'hui? Droite Trocadéro, c'est une expression utilisée par Édouard Philippe et les ministres de droite du gouvernement Philippe. Je pense notamment à Franck Riester qui expliquait que la droite Trocadéro, que vous représenteriez peut-être, c'est la droite repliée sur elle-même, conservatrice. Ça ne veut pas dire grand-chose au fond. Ça veut simplement dire que ces gens-là, malheureusement, font la politique exactement inverse de celle qu'ils avaient dit défendre toute leur vie et qu'aujourd'hui, ils s'en prennent à une famille politique qui a l'audace d'être restée fidèle à ses convictions, à son projet et à ses électeurs. Après tout, si ça leur déplaît, moi, pour le coup, ça ne me déplaît pas. Donc vous l'assumez, ce terme de droite Trocadéro. Le Trocadéro, c'est le meeting de François Fillon, sous la pluie, le candidat mis en examen qui ne renonce pas. Moi, j'assume qu'on est effectivement la liste de droite de cette élection européenne, la seule en fait. Donc effectivement, si ça leur déplaît de le reconnaître, au fond, peut-être chacun fait ses choix. Moi, j'ai toujours aimé le pluralisme, j'ai toujours respecté toutes les convictions. La manière dont on s'engage dans le débat démocratique appartient à chacun. Je regrette simplement qu'on s'en prenne aujourd'hui à nous, alors que nous, on a simplement eu l'audace, on a simplement eu le courage, peut-être aussi, il faut bien le dire, de rester fidèle à ce qu'on avait défendu, par exemple en 2017, par exemple aussi au cours des dernières années. C'est peut-être une nouveauté en politique de rester clair sur ses convictions. Défendu en 2017, c'était quelle valeur qui était défendue en 2017? C'était d'abord un vrai projet pour sortir la France de la crise dans laquelle elle est aujourd'hui. Et de fait, rien n'a été fait pour permettre de résoudre les grands problèmes de notre pays. Et aujourd'hui, ces ministres-là, qui viennent effectivement d'une famille politique qui défendait en 2017, et certains d'entre eux le défendaient avec nous, l'idée qu'il était temps enfin de faire des choix courageux, ces ministres-là sont au service d'une politique qui ressemble à celle de la gauche classique. En fait. Mais on est à 10 jours du scrutin européen, on voit bien qu'il y a un match qui s'est installé entre d'un côté les macronistes, la République en marche, Nathalie Loiseau, et de l'autre le Rassemblement national, porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Comment exister finalement dans ce match ? Mais nous, ça fait 3 mois qu'on fait campagne, d'abord avec, là aussi, grande originalité, avec un programme. On a une vision pour l'Europe. Et on croit que ce débat, il ne devrait pas se réduire à une sorte de répétition du deuxième tour de la présidentielle. Ce deuxième tour un peu désespérant parce qu'en fait, il ne présente aucune alternative réelle. Évidemment que M. Macron utilise cette mise en scène parce que M. Macron sait que la seule personne qui peut le sauver dans 3 ans, c'est Marine Le Pen. Et donc, il voudrait enfermer la France dans cette espèce de duo avec Madame Le Pen en alter ego, dont chacun voit qu'au fond, elle n'est pas crédible pour assumer les responsabilités, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et par conséquent, la stratégie de M. Macron depuis le début, c'est de dire c'est soit moi, soit le chaos. Mais ça fait pas une politique, ça. Ça fait pas un vrai choix pour les Français. Emmanuel Macron, il a commencé cette campagne en faisant un clip vidéo dans lequel il disait aux Français, littéralement, c'était la première phrase du clip, vous n'avez pas le choix. Eh bien, nous disons aux Français, bien sûr que si. Vous avez le choix. C'est la démocratie. Qu'est-ce que vous proposez, vous, entre d'un côté, finalement, ceux qui symbolisent les progressistes pro-européens, c'est-à-dire la liste de Nathalie Loiseau, et puis de l'autre, plutôt le nationalisme. Qu'est-ce que vous proposez, en fait? Et la vraie question, c'est pas d'être pour l'Europe. La vraie question, c'est de savoir quelle Europe on veut. Si M. Macron dit qu'il est pour l'Europe, en fait, il est pour toute cette Europe qui ne marche pas aujourd'hui. Non, mais c'est votre Europe aussi. Au Parlement européen, c'est la droite qui est majoritaire. C'est le PPE. Donc finalement, c'est l'Europe, c'est la vôtre, c'est celle de vos amis. La droite, elle est majoritaire, pas toute seule. D'ailleurs, elle est un groupe important du Parlement européen. Mais le Parlement européen, c'est pas le seul organe qui fait avancer l'Europe. Moi, je suis là pour dire très clairement, évidemment, qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, y compris par notre famille politique. Et on est là pour écrire une nouvelle page de cette histoire. Mais il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Et quand aujourd'hui Emmanuel Macron nous propose de faire plus d'élargissement de l'Europe, quand Emmanuel Macron nous propose de créer dans une seule lettre plusieurs comités, commissions, agences, banques, institutions supplémentaires, quand Emmanuel Macron nous propose de dépenser de plus en plus d'argent public, c'est quand même la première formule qui vient dans cette expression du programme d'Emmanuel Macron. Il faut créer une banque du climat et on va dépenser 1000 milliards d'euros. Bon, voilà, c'est typiquement une
une politique classique de la gauche. C'est cette politique qui ne fonctionne pas, qui ne résout pas les problèmes. Et nous sommes venus avec un projet pour une autre Europe, pour refonder l'Europe, pour faire en sorte qu'on prenne en compte, par exemple, la préoccupation écologique, mais en réinventant une mondialisation plus équilibrée, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. On a reçu toutes les têtes de liste arrivent ici en disant on vient avec un projet qui propose de refonder l'Europe, une autre vision de l'Europe. Vous le dites tous. Hein. Eh bien, rentrons dans le détail, c'est ça. Parlons du fond des sujets. Et moi, ce qui me désespère, je vous le dis, après, on va rentrer dans le concret, mais ce qui me désespère un peu, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe comme si, effectivement, le seul match, c'était entre populistes et progressistes, comme si le seul sujet, c'était de savoir qui va arriver premier entre M. Macron et Mme Le Pen. On a l'élection européenne la plus importante depuis le début du projet européen, parce que l'Europe est à un tournant de son histoire. On devrait parler de la question migratoire, on devrait parler de la question écologique, on devrait parler de la question économique et commerciale. On ne parle plus de rien de tout ça. On ne parle plus que de savoir si c'est Mme Loiseau ou M. Bardella qui va arriver en tête. Alors, question de David. David avait demandé juste... bonjour. Donc, bonjour. Est-ce que vous inscrivez, vous l'avez dit à 2 reprises, dans une filiation de ce qui était de 2017 et de ce qui était probablement l'UMP. Moi, j'étais un soutien de l'UMP et j'en suis parti parce que j'ai trouvé qu'il y avait une rupture avec ces valeurs et cette rupture était portée par Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, vous avez un parcours à peu près similaire, lycée Henri IV, Normal Sup, des profils assez classiques. Et je voulais savoir si vous avez perçu justement cette rupture qu'il y avait avec les valeurs portées par Laurent Wauquiez par rapport à celles que des gens comme moi regrettent de l'époque de l'UMP. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a eu une rupture? Je vous dis, c'est un sentiment que je sentais et qui a été partagé. Sur quoi? Mais David, sur quoi? Par exemple, sur le discours par rapport à l'immigration, ce côté dont on imaginait qu'on allait récupérer les voix du Front National. Il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés comme ça. Mais attendez, on a fait, vous vous en souvenez, exactement le même reproche à Nicolas Sarkozy quand même. Oui. Probablement, mais moi je vous dis qu'il y a un certain nombre d'électeurs vous étiez à l'UMP à l'époque, qui aujourd'hui était en rupture et qui... la campagne de 2012, je vais vous dire une chose toute simple. D'abord, je me suis engagé dans cette campagne européenne parce qu'il y avait un projet clair et un projet fort. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une défiance qui monte partout en France. Je le vois depuis le début de cette campagne, tous les jours sur le terrain. Et oui, c'est vrai, par exemple, sur la question migratoire, les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui, on est condamné à une forme d'impuissance. Et Emmanuel Macron nous dit, très bien, on va gérer l'impuissance, on va se répartir les flux d'immigration qui arrivent en Europe entre les pays européens. Mais nous, on dit qu'évidemment, il faut maîtriser nos frontières. C'est ce que disait déjà Nicolas Sarkozy. Ça veut dire quoi, maîtriser les frontières? Ça veut dire qu'il faut une vraie stratégie européenne, contrairement à ce que pense le Rassemblement national. Il faut une vraie stratégie en Europe pour maîtriser ensemble les frontières extérieures de l'Europe et pour permettre ensuite à chaque pays d'avoir sa propre politique migratoire. Avec qui? Ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire qu'il faut renforcer l'agence Frontex. Le Rassemblement national a voté contre. Ça veut dire, attention. C'est ce que dit la République En Marche. Mais alors attention, là, il y a une différence majeure entre nous et la République En Marche. C'est que nous disons qu'on doit demander l'entrée en Europe avant d'y être arrivé. Aujourd'hui, le grand drame... l'asile doit être traité à l'extérieur de l'Union européenne. Elle doit être traitée dans les pays par où vous passez quand vous quittez votre pays et qu'il est en guerre. Vous n'arrivez jamais directement à Paris. À l'extérieur de l'Union européenne, en effet. Parce que si on ne le fait pas, on continuera de voir des drames en mer Méditerranée. Qu'est-ce qui fait ces drames aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le business des passeurs? C'est le sentiment de cette impuissance qui fait que si vous arrivez à mettre le pied en Europe, vous avez toutes les chances d'y rester durablement. Tant qu'on aura cette équation de l'impuissance que nous avons et que nous subissons aujourd'hui, on continuera d'inciter à ces départs et à ce flux migratoire et on continuera effectivement de nourrir les passeurs et d'endeuiller la Méditerranée. Maxime. Est-ce que vous êtes d'accord? Pardon, puisse gérer sa demande d'asile dans un pays en conflit ou en guerre. Je ne vois pas comment c'est possible concrètement. L'idée est louable, l'idée est honorable. Quand vous quittez votre pays en guerre, vous n'arrivez jamais directement à Paris. Vous passez par exemple... Souvent. Non, mais même bien avant. Par d'autres pays que des pays européens et qui sont des pays qui sont sûrs, qui sont stables, dans lesquels vous devriez pouvoir faire une demande d'asile à laquelle on répondrait rapidement. Et alors là, pour le coup, si vous êtes éligible à l'asile, vous rentrerez de façon sûre en Europe. Mais si vous n'y êtes pas éligible, et c'est le cas d'une immense majorité de ceux qui rentrent aujourd'hui en Europe, alors vous devriez savoir que vous ne pouvez pas rentrer. Et dire cela, c'est pas courir derrière les voies du Rassemblement national, c'est mettre fin à une impuissance qui, c'est vrai, aujourd'hui, fait monter des gens qui prospèrent sur la colère sans apporter de réponse. Sur l'immigration, vous êtes d'accord avec Donald Trump qui veut une immigration au mérite? Il faut en tous les cas que l'immigration soit maîtrisée. C'est pas seulement une question de mérite. Moi, je crois. Non, mais lui, il dit, il veut une immigration au mérite. Il lui dit, moi, je veux pouvoir prendre avec moi aux États-Unis un futur génie, un futur, voilà. Il s'inspire d'ailleurs de ce qui se passe au Canada. Avec des quotas. Voilà, avec des quotas. Il faut faire des quotas au mérite, en fait. Il y aurait une forme de cynisme absolu qui consisterait à priver les pays extérieurs à l'Europe et notamment les pays d'Afrique des forces vives
qui pourrait les développer. Et ce cynisme-là, malheureusement, il a souvent été entretenu derrière nos belles intentions. Quand on a dit on accueille, je pense par exemple à l'Allemagne, il y avait aussi le fait qu'on allait pouvoir trouver là une main-d'œuvre qui allait venir remplir des entreprises qui en avaient bien besoin. Mais moi, je crois que nous avons besoin que l'Afrique se développe, que nous avons besoin, d'ailleurs, c'est l'un des grands échecs de l'Union européenne. On a besoin de construire un vrai partenariat pour que l'Afrique puisse se développer. C'est un défi majeur pour l'équilibre de demain. Parce que le défi démographique de l'Afrique, il est pour demain. Mais on est content de trouver des médecins étrangers pour travailler dans nos hôpitaux parce qu'on n'en a pas assez. Ça, pour le coup, il faut qu'on forme nos médecins. Et ça, ce serait pas normal, si vous voulez. Si effectivement, on en venait à une immigration qui consistait à vider de leur force vive des pays qui ont besoin de se développer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous puissions maîtriser l'immigration. Si on ne le fait pas, on va déstabiliser nos sociétés plus encore et on va continuer de déstabiliser notre relation avec le continent africain. Pour continuer à parler d'immigration, déjà je tiens à vous dire que vous êtes un ovni quand on vous lit dans les livres, c'est-à-dire que vous avez une pensée, ce qui ces derniers temps en politique était assez rare. Vous développez, je trouve, j'ai regardé quelques meetings, je pense que vous êtes le seul responsable politique qui est capable de parler de la démocratie athénienne sans qu'il y ait de brouhaha dans la salle et pour ça je trouve ça assez intéressant. Mais pour terminer sur l'immigration, est-ce que c'est cohérent de défendre la volonté d'une immigration maîtrisée quand par exemple le 18 avril dernier, votre famille politique ainsi que celle avec qui vous allez faire une coalition, le PPE notamment, a voté, à l'exception de Nadine Morano, pour le pacte de Marrakech? Mais c'est faux. Non. Vous n'avez pas voté le 13 mars un amendement de Maryam Dali qui en effet était un amendement socialiste et qui avant que le pacte de Marrakech arrive au Parlement européen a en effet voulu instaurer quelques mesures. Mais par contre la plupart des eurodéputés LR ont voté le 18 avril pour le pacte de Marrakech. Mais non, c'est faux, pardonnez-moi. Le pacte de Marrakech d'abord n'a jamais été soumis au vote du Parlement européen, jamais. Il y a eu dans des rapports qui concernent l'état des droits de l'homme, il y a eu des mentions du pacte de Marrakech. Il y en a eu une qui a été faite avant que la négociation n'ait lieu. Et comme cette négociation n'était pas faite, on ne savait pas ce qu'il y aurait dans ce pacte de Marrakech. Un certain nombre de pays d'ailleurs qui s'élèvent aujourd'hui contre le pacte de Marrakech ont participé aux discussions. Parce qu'effectivement, les questions migratoires sont des questions fondamentales qui supposent qu'on agisse tous ensemble. Le problème du pacte de Marrakech, c'est pas qu'il y ait eu une discussion sur la manière de résister à cette immigration qui déstabilise aujourd'hui l'équilibre du monde. Le problème, c'est le contenu du pacte de Marrakech. Donc il y a eu un vote qui a été favorable avant que ce contenu n'ait été écrit, et lorsque le pacte a été écrit sur la manière de résister à cette immigration qui déstabilise aujourd'hui l'équilibre du monde, le problème c'est le contenu du pacte de Marrakech. Donc il y a eu un vote qui a été favorable avant que ce contenu n'ait été écrit, et lorsque le pacte a été écrit, lorsqu'il a été validé, alors à ce moment-là, lorsque le pacte a été de nouveau évoqué dans ce rapport sur les droits de l'homme, notre famille politique a voté contre. Et ça pour le coup tout le monde pourra le vérifier. Et aujourd'hui effectivement à cause de cette première mention qui a été faite sans que le pacte ait de contenu, certains entretiennent, c'est pas votre cas, mais certains entretiennent effectivement des fausses nouvelles sur ce sujet. François-Xavier Bellamy, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. On se retrouve dans un instant. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Votre programme continue avec First to Trade, le réseau d'opportunités commerciales entre apporteurs d'affaires et professionnels. Lundi. Révélation a suivi une des plus importantes affaires de stupéfiants de l'année au sein de la brigade anticriminalité de Mulhouse. Arrête-toi ! Moindre coup de chaud, ils disparaissent. Pourquoi ? Ils ont de telles ressources, ils vendent dans énormément de villes en France. Nous avons suivi leur enquête. Réussir à comprendre comment ils fonctionnent, parce que c'est quand même une mafia, faut pas l'oublier. Sur le terrain, entre surveillance, filature. Ils sont les deux ensemble. Ouais, donc là ça va partir, c'est sûr. À terre, à terre, tu bouges pas. Interrogatoire et garde à vue. Révélation présentée par Laurence Roustangi, lundi à 20h55 sur RMC Story, Canal 23. Suite du grand oral des GG, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes, qui est avec nous. Question du président Maillot-Jacques. Oui, pour ne pas subir la mondialisation, comment concrètement renforcer le marché unique européen et que l'Europe ne soit pas aussi qu'une zone de libre-échange? Vos propositions concrètes. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Au fond,
on est dans une mondialisation complètement débridée où chacun assume de défendre ses intérêts, chacun sauf l'Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on ouvre tout, qu'on ouvre nos marchés publics, qu'on ouvre notre marché unique. Et le marché unique, nous, on croit qu'il peut être évidemment notre force dans la mondialisation. Nous, on croit à la force de nos entreprises, on croit à l'excellence de nos artisans, de nos ouvriers, de nos agriculteurs. Mais pour qu'ils puissent effectivement lutter à armes égales dans la compétition mondiale, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Aujourd'hui, par exemple, 20% du PIB en Europe, c'est les marchés publics. Et 95% de nos marchés publics sont ouverts à tous ceux qui veulent. Alors aux États-Unis, les marchés publics sont ouverts qu'à 30%. Et en Chine, ils sont complètement fermés. C'est-à-dire qu'une entreprise chinoise peut prendre un marché public en France, alors que jamais la meilleure entreprise française ne pourra prendre un marché public en Chine. Et nous, on dit qu'il est temps de sortir de la naïveté. Et là, oui, c'est vrai, il y a des choses à corriger. Et il faut dire maintenant à tous ceux qui veulent échanger avec nous, venez si vous voulez, mais à condition que les règles soient les mêmes pour tous. À condition d'avoir une vraie réciprocité. Et c'est la condition pour rééquilibrer la mondialisation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vécu en Europe avec un logiciel complètement dépassé qui voulait qu'au fond, la seule chose qui comptait, c'était la concurrence à tout prix. Mais cette concurrence-là, elle a tué nos entreprises. Mais d'accord, mais comment vous faites à 27 ? Comment vous inversez les choses et les normes à 27 ? Eh bien, il va falloir peser fort et lourd au sein du Parlement européen. Il va falloir envoyer des parlementaires de combat. Et au sein du PPE, qui est effectivement une famille forte au Parlement européen, il va falloir assumer de construire une Europe qui défende nos entreprises et nos emplois. Et ça veut dire, et je crois qu'il y a un moment pour ça, parce que qu'est-ce qui nous en empêchait aujourd'hui ? Soyons concrets. Aujourd'hui, vous avez d'autres pays en Europe, je pense par exemple aux Allemands, eux, ils ont su se réformer, parce qu'il faut aussi qu'on regarde chez nous. Ils ont su se réformer, ils ont réformé leurs dépenses publiques et ils savent aujourd'hui avoir un plein emploi. Et ils sont compétitifs. Et ils exportent dans le monde entier. Voilà. Donc mais nous, quand on leur disait, mais ils ne respectent pas les règles européennes. Nous, quand on leur disait, il faut protéger notre marché commun, ils nous disaient, vous êtes gentils les Français, mais commencez par faire les efforts pour pouvoir être compétitifs. Aujourd'hui, les Allemands, ils voient très bien qu'avec la montée de la pression des États-Unis, avec l'agressivité des stratégies de la Chine, par exemple, ils deviennent eux aussi vulnérables. Et que celui qui n'assume pas de défendre ses intérêts, il va se faire marcher dessus maintenant. Donc l'Europe doit mieux protéger. Donc l'Europe doit assumer de défendre ses intérêts, en effet. Ça veut dire pas forcément s'enfermer derrière 4 murs pour mourir à petit feu. Nous, on n'est pas comme ceux qui, par exemple, au Rassemblement national ou bien à gauche, diront au fond, il faut maintenant se sortir de la compétition mondiale, renoncer à être compétitif. On croit qu'on est capable de rayonner dans le monde. Mais la meilleure équipe du monde, si elle rentre sur un terrain de foot où le terrain n'est pas plat et l'arbitre est corrompu, forcément, elle va perdre. Donc il faut absolument que les règles soient les mêmes pour tous. Et à ce compte-là, on peut jouer le jeu. Parlons un peu de vous, de votre campagne, puisque c'est une première. Vous portez quand même la liste des Républicains. On est à 10 jours du scrutin. Vous êtes heureux, en fait ? C'est un costume qui vous va bien ? Je sais pas, non, moi j'adore mon métier, j'enseigne la philo depuis 10 ans maintenant. Je m'engage d'abord dans ce débat parce que je crois qu'on a un avenir à sauver. Et au fond, dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, je fais partie d'une génération, comme Maxime, on a grandi dans ce monde avec le concept de crise. Partout, on voit de la crise. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir de cette situation-là, de ce désespoir politique. Et il faut qu'on apporte une alternative. Et on parle là du défi industriel et commercial. Moi, je vois depuis le début de cette campagne tellement d'agriculteurs qui sont désespérés de la concurrence déloyale qui leur est imposée sans cesse. Il faut enfin qu'on construise une Europe qui sort de la naïveté. D'accord, mais je vois les scores que les sondages vous promettent, c'est plutôt entre 12 et 14%. Alors c'est mieux que les scores du début, mais c'est encore loin de ce qu'a fait par exemple François Fillon au premier tour de la présidentielle. C'est quoi votre objectif ? Mon objectif, c'est de faire le mieux possible. Je me donne le même conseil qu'à mes étudiants. Le score de Sarko en 2008 ? Non, vraiment faire le mieux possible. On a 10 jours devant nous. Et moi, ce que je vois partout en France, ça plafonne pas un peu là en ce moment ? C'est que les Français se reconnaissent pas dans ce faux débat qu'on voudrait leur imposer. Macron-Le Pen, si vous mettez ça bout à bout et que vous regardez les sondages, ça représente un peu moins de 20% des Français au total. Aujourd'hui, il y a 60% des Français qui disent qu'ils veulent pas aller voter. Et moi, je crois qu'on a encore un espace pour dire à ces gens-là, il est temps de construire l'Europe dont on a besoin pour pouvoir nous protéger. C'est pas clair. Oui, mais c'est une question de crédibilité, François-Xavier Bellamy. En 2005, Nicolas Sarkozy et François Hollande posaient ensemble pour dire voilà l'Europe qu'on doit construire, alors que les Français ont dit non. Et derrière, vous faites partie de cette famille politique qui dit aujourd'hui on a fait des... dit non en 2005 d'ailleurs. Oui, mais aujourd'hui vous êtes au sein d'une famille politique qui a continué de construire cette Europe à laquelle dont les Français ne voulaient pas. Donc aujourd'hui, il dit quelle est la cohérence ? Pourquoi est-ce qu'on irait vers cette famille politique de droite qui en fait nous
vous a dit on était idiots, on a mal voté et on a continué à construire l'Europe et aujourd'hui ils veulent la déconstruire. Moi, je veux C'est pas. une question de cohérence. Là, tout le monde est paumé. Là, les électeurs sont paumés. Il y a un problème de clarté. C'est pas clair. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la droite qui ne veut plus de cette Europe, elle va vers le Rassemblement national. Non, d'abord, le Rassemblement national, on voit très bien d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Il a une politique qui n'est pas du tout de droite, au contraire. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national, vous voyez qu'aujourd'hui, il est rejoint par des militants de la France Insoumise. Marine Le Pen elle-même dit qu'il y a des convergences avec la France Insoumise. Et de fait, on le voit très bien. Il y a une vision qui est, par exemple, justement, sur ces questions économiques, qui consiste au fond à se dire que il faut se retirer, il faut s'écarter de la capacité qu'on pourrait avoir, au contraire, de rayonner. La clarté de votre famille politique Mais sur nous, l'Europe. notre projet politique, il est parfaitement clair aujourd'hui. Non. Le programme. Si. Pardon, le programme qu'on défend depuis 3 mois, il est parfaitement clair. Ce que je regrette, c'est qu'on ait eu si peu l'occasion de parler de ce débat européen, parce que cette ligne-là, on la porte depuis des mois, et cette ligne, elle est claire, elle rassemble toute notre famille politique. Évidemment qu'on a tiré les enseignements des erreurs du passé, parce qu'évidemment, il y a eu des erreurs dans le passé. Moi, je suis pas là pour juger le passé, mais je suis là pour, comme je vous le disais à l'instant, tenter d'écrire une nouvelle page avec tous mes colistiers. Et on a signé d'ailleurs, tous ensemble, des engagements qui sont très clairs, pour justement sortir de cette Europe qui n'a pas marché et tenter de faire de ce qu'on a pu réussir. Le marché unique, c'est une très grande réussite, mais il est temps d'en faire une force dans la mondialisation. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Europe, trop souvent, nous fragilise au lieu de nous renforcer. On a une question pour vous qui est posée par Nicolas Dupont-Aignan, qui était avec nous hier sur ce plateau et qui voulait vous poser une question directe. Donc la parole à monsieur Dupont-Aignan. Là, je vais lui poser la question très simple. Il dit qu'il veut des frontières, mais monsieur Hortefeux, monsieur Danjean, tous les membres de sa liste ont voté exactement tous les textes de M. Juncker, tous les textes sur le pacte de Marrakech, avril 2018, l'extension à la Serbie. M. Bellamy nous dit qu'il veut l'Europe des frontières et il a voté tout ce qui supprimait les frontières. François-Xavier Bellamy. Ouais, c'est pas vrai comme vous le dites à l'instant. Non, mais honnêtement, monsieur Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, qui a fait campagne avec lui pendant des mois, dit que son système, c'est le mensonge. Et c'est quand même ce qu'on est en train de voir ici. Je vais pas revenir en détail. On a parlé du pacte de Marrakech à l'instant. Mais j'ai vérifié sur le site du Parlement européen. Il est vrai que la seule résolution portant clairement sur le pacte pour les migrations sûres, qui était après reliée au pacte de Marrakech, a été adoptée et a été votée par tous les députés et les républicains, à l'exception de Nadine Morano. Donc vous avez peut-être pas voté directement pour le pacte de Marrakech, mais vous avez en effet voté pour le dossier. Le nom m'a échappé tout à l'heure, j'avais pas assez travaillé, mais le dossier qui s'appelait pour les migrations sûres, et tous les députés LR au Parlement européen ont voté pour. Mais non, je vous ai déjà expliqué le sujet dont on parlait tout à l'heure. Le pacte de Marrakech a été mentionné plusieurs fois dans des textes qui ont été votés au Parlement européen. La seule fois où il a été explicitement mentionné comme l'objet d'une résolution, toute notre famille politique a voté contre, donc chacun pourra le vérifier. Vous en avez pas marre d'être suivi par un monsieur qui a les cheveux blancs, qui est toujours derrière vous? Je regarde pendant la campagne, Laurent Wauquiez. Pourquoi il est toujours à côté de vous? Et pourquoi j'en aurais marre? C'est le président de notre famille politique et on fait campagne avec lui, bien sûr. Pourquoi il vous suit tout le temps? Mais parce qu'on fait campagne avec toute la famille politique, on est tous rassemblés. Avec Hervé Morin aussi, qui est le président des centristes, et il y a une vraie union aujourd'hui de la droite et du centre. Mais oui, c'est important. Partie du centre. C'est important. Mais vous savez, c'est très amusant parce qu'au début de la campagne, d'abord on a fait beaucoup d'actions de campagne avec les colistiers qui ont été investis avec moi, avec Arnaud Danjean, avec Agnès Evren. Et à ce moment-là, on était sur le terrain et personne ne nous contrôlait, personne ne nous suivait, et tous les journalistes disaient Laurent Wauquiez a déserté la campagne. Et maintenant qu'on fait campagne ensemble, tout le monde dit Laurent Wauquiez asphyxie la campagne. Il n'a pas peur que vous preniez trop la lumière? Mais non, ça se passe vraiment très bien. On est vraiment tous rassemblés. Et je crois que ce qui fait l'élan qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'abord cette unité retrouvée à droite. Il y a évidemment des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont fait d'autres choix. Des gens qui sont au gouvernement. Il y a des gens qui sont au gouvernement, ils ont fait d'autres choix, très bien, ça leur appartient. Mais toute la famille politique de la droite aujourd'hui, elle est rassemblée, elle porte d'une seule voix ce projet. Et c'est vrai que la droite a pu parfois être divisée sur l'Europe, comme la gauche d'ailleurs. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a tiré les enseignements du passé et on avance d'une seule voix. Justement, on parlait tout à l'heure d'une manière de nébuleuse qui fait qu'on a la position claire de ceux qui se disent progressistes, on a celle claire de ceux qui se disent populistes, et au milieu, cette place qui pourrait être la vôtre, elle n'est pas suffisamment claire. Vous êtes prof de philo, moi j'aurais voulu connaître de votre bouche, sur le strict point de vue des valeurs, ce qu'est votre France et ce qu'est votre Europe. En quelques mots, de manière à ce qu'on puisse véritablement saisir concrètement votre position et se faire un avis. Moi, la France que j'espère, c'est une France qui puisse effectivement
retrouver la capacité d'écrire son avenir au lieu de le subir. Et ça suppose qu'elle affirme ses intérêts dans la mondialisation en s'appuyant sur l'Europe. L'Europe à laquelle je crois, c'est pas une Europe qui, comme le pense M. Macron, dépossède les États de leur souveraineté. C'est une Europe qui nous renforce dans notre expression, dans l'expression de nos démocraties respectives. C'est une Europe qui respecte les citoyens. C'est une Europe qui puisse nous renforcer effectivement dans le monde qui se dessine. C'est une Europe qui aide nos pays à maîtriser leurs frontières. C'est une Europe qui aide nos pays à porter des projets plutôt que de multiplier des normes. C'est une Europe aussi qui redécouvre, et ça c'est très important, et ça on est un peu le seul à le dire clairement dans ce débat, c'est une Europe qui redécouvre qu'elle est pas seulement un projet, mais d'abord une civilisation. Ma France, c'est une France qui reconnaît qu'il y a une culture française. Alors c'est quoi ça, la civilisation? C'est quoi? Paul Valéry. La civilisation européenne, c'est cette histoire qui a 25 siècles. C'est effectivement l'aventure de la liberté qui naît en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'Empire romain qui invente l'égalité de tous devant la loi commune. Et puis c'est bien sûr les racines judéo-chrétiennes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Quand Notre-Dame de Paris brûle, on se rend tous compte que cette histoire, elle nous fait, qu'elle est aussi notre présent. C'est ce que dit le Rassemblement national, ça. Ben, je crois pas, non, le Rassemblement national. Si, les racines judéo-chrétiennes affirmées, la menace de l'immigration, l'affronter l'islamisme ou autre, ça, écoutez, quand on fait, c'est ce que dit le Rassemblement national. Quand on fait un débat à la télévision et qu'on demande à tous les candidats quelle est l'Europe pour eux, Jordan Bardella, très bien, c'est son choix. Il vient avec une passoire rouge. Moi, je viens, pour moi, l'Europe, pour moi, c'est d'abord une civilisation. Je suis venu avec un livre qui me tenait à cœur, avec l'Iliade de l'Odyssée d'Homère. Et c'est pas pour faire assaut de culture, c'est parce que je crois profondément, et je le dis comme prof, que le grand défi qu'on a à gagner dans nos banlieues, dans nos quartiers, c'est le défi qui consiste à transmettre à tous ces jeunes une culture. Emmanuel Macron nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Eh bien, moi, je crois que c'est ça qui nous mine aujourd'hui. Quand l'Europe a été incapable de dire, et ça fait partie des erreurs qu'on a commises, quand l'Europe a été incapable de dire quelles étaient ses racines, elle a fait une grande erreur. Parce qu'elle s'est interdit de partager, y compris d'ailleurs à tous les gens qui viennent d'une immigration plus ou moins récente, elle s'est interdit de dire ce que ça signifiait d'être les enfants de cette Europe-là. Et je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui on devient... le visage de l'Europe a changé, change. Le visage de l'Europe change. D'ailleurs les inégalités. Est-ce qu'on n'est pas plutôt vers une mixité culturelle, sociale, vers une Europe plus communautariste qu'avant? Et est-ce qu'il n'est pas temps de l'assumer pleinement? Mais c'est le drame qui nous menace, c'est celui que Jérôme Fourquet a décrit dans un livre très important qui s'appelle La France archipel. C'est qu'on est en train de devenir une juxtaposition de communautés qui s'éloignent les unes des autres et qui ne se reconnaissent plus de liens. Mais alors, quel est le portrait type du français aujourd'hui dans l'Europe? C'est quoi un Français? Être français et européen, c'est quoi? Être français, mais ça veut dire tout simplement savoir qu'on est héritier de cette culture. D'où qu'on vienne et qui qu'on soit, quel que soit le nom qu'on porte, on est héritier de plein droit d'Homère, de Platon, d'Aristote. On est héritier de Marc Aurèle et on est héritier, c'est vrai, de la tradition judéo-chrétienne. Oui, mais si on est un Français, oui, mais c'est là où ça va pas. Ça veut pas dire qu'on est obligé. Si on est un Français venu d'ailleurs, venu du Maghreb, et alors on est héritier aussi d'une autre histoire. Mais alors, on a sa propre... Cet héritage, il existe aussi. On a sa propre richesse. Bien sûr. C'est même notre richesse souvent. Mais personne ne devrait demander à qui que ce soit de renier son histoire familiale. Mais en revanche, être français, ça veut dire entrer pleinement dans cette communauté, la seule communauté qui fonde notre pays, la communauté qui forme précisément des citoyens qui partagent ensemble ce lien. Et on n'a pas besoin d'être aujourd'hui chrétien, on n'a pas besoin d'être français depuis 20 siècles pour pleurer quand on voit brûler Notre-Dame de Paris. Bien sûr, c'est ça qui fait la France. Mais Fourquet dit, ça y est, c'est l'archipel, c'est la France morcelée. Bon, c'est déjà trop tard, finalement, il faut accepter la France telle qu'elle est. Mais non, le grand défi, il est là. Encore une fois, le sujet n'est pas les origines de chacun, le vrai sujet, c'est la bataille éducative. Moi, je suis prof. J'ai commencé à enseigner en banlieue, dans ces quartiers difficiles, qui sont d'abord... J'ai commencé à enseigner... Rambouillet, c'est pas trop difficile. J'ai commencé à enseigner en zone urbaine sensible, comme beaucoup de jeunes collègues d'ailleurs. Et j'ai été directement au contact de ces jeunes qui sont aujourd'hui directement touchés par la faillite éducative que notre pays traverse, qui est, je crois, le premier problème qui menace notre avenir. Ces jeunes à qui on n'a pas su transmettre une culture commune. Ces jeunes qui, pour certains d'entre eux arrivés en terminale, ont du mal encore à maîtriser la lecture et l'écriture. Ces jeunes-là à qui on n'a pas su dire que la France méritait d'être aimée, que la France méritait d'être rejointe, et à qui on n'a pas su dire ce que ça voulait dire être français. Et vous faites confiance à Jean-Michel Blanquer qui peut porter ce discours? Mais j'ai beaucoup espéré, je dois dire que je vous le dis très simplement, très sincèrement, comme beaucoup de profs d'ailleurs, je suis aujourd'hui désappointé. Je vois cette réforme du lycée qui arrive, qui est une étape de plus, malheureusement, je crois, dans la fragilisation de notre système éducatif.
c'est encore moins d'heures de cours, c'est encore moins de transmission des enseignements fondamentaux. Oui. On va obliger les élèves à se spécialiser de plus en plus tôt, alors que pour beaucoup d'entre eux, évidemment, ils n'y sont pas encore prêts. Et je le regrette parce que je crois que sur le fond, Jean-Michel Blanquer porte le bon diagnostic. Je ne suis pas sûr qu'il fasse exactement la politique qu'il avait envie de mener. Du coup, force que vous avez dit, Bilal Hassani, c'est un bon candidat pour la France à l'Eurovision? Mais encore une fois, non, mais est-ce qu'il représente la France, bien la France à l'Eurovision, fort de ce que vous avez dit, Bilal Hassani? Moi, je crois que quel que soit le nom qu'on porte, on peut être pleinement français, bien sûr. Ce qui fait la France et l'identité française, c'est justement qu'on n'est pas un pays qui définit l'identité par l'ethnie. On est un pays qui définit l'identité par la culture commune et partagée. Et effectivement, tous ceux qui honorent la langue française, tous ceux qui honorent la culture française, tous ceux qui participent par leur génie, par leur créativité à ce qui fait la force de la France sont pleinement français. J'ai aucun problème avec ça. J'ai enseigné en banlieue et ma joie, ma plus grande joie, ça a été effectivement de partager toute la tradition de la philosophie de l'Europe avec des jeunes dont l'histoire familiale venait parfois de bien d'autres régions du monde. Mais il n'y a aucun problème à ça. La question, c'est est-ce qu'on est capable de faire partager ça? Et je me rappelle d'Emmanuel Macron qui, à Marseille, avait fait un grand discours en disant « Je vois des Comoriens, je vois des Algériens, je vois des Tunisiens ». Ben non, c'est une immense erreur. Il ne faudrait voir que des Français. Et il ne faudrait que ces jeunes qui grandissent en France ne puissent se voir que comme Français. Sinon, c'est même pas la peine de prétendre qu'on lutte contre l'islamisme. D'ailleurs, on voit que la République En Marche, vous me disiez tout à l'heure à la pause qu'on avait sur certains points des diagnostics communs. Évidemment, tout le monde veut lutter contre le terrorisme, mais on ne gagnera la bataille contre le terrorisme que si on réussit à lutter contre ce vide intérieur sur lequel prospère dans tellement de nos quartiers l'islam radical aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy, tête Merci de à liste vous. Les Républicains, passé par le Grand Oral des GG. Bonne fin de campagne. Merci infiniment. Merci d'avoir été accueilli. avec nous. Et pour ceux qui s'interrogent pour savoir, parce que je voyais passer quelques messages, si les petits candidats viendront, lundi prochain, c'est François Asselineau qui viendra défendre. Vous avez une question pour François Asselineau? Tiens, François-Xavier Bellamy. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de petits candidats. Et moi, je crois à la démocratie et à l'ouverture du débat. Et sur sa liste, sur l'UPR. Et une question pour François Asselineau, je voudrais juste lui demander pourquoi il faudrait renoncer à des éléments de la construction européenne qui peuvent être notre force aujourd'hui dans la mondialisation. Et on pense par exemple à ce qu'on a su construire aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy, bonne fin de infiniment. campagne. Le GG et vous avec Roger Deléraud, c'est parti, c'est tout de suite. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Au revoir. On va